Voilà. Bon, donc, en guise d'introduction, je voulais d'abord quelques commentaires sur la recherche en médecine et, dans un second temps d'introduction, la protection des personnes dans la recherche. La recherche en médecine, elle a comme finalité le progrès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès en médecine s'il n'y a pas de recherche. Et plus on espère de progrès, plus on est censé attendre des recherches. Et il peut y avoir d'ailleurs quelquefois matière à des espoirs fous et à des déceptions. En matière de recherche, l'opinion en effet est tout à fait ambivalente. Recherche concernant la santé de la médecine, il y a à la fois la soif d'innovation dans ce domaine comme dans d'autres, puisque l'innovation en médecine laisse entrevoir les perspectives qui répondent à l'inquiétude de chacun d'entre nous, c'est-à-dire comment éviter la maladie, comment guérir la maladie lorsqu'elle survient, et si possible, comment on peut repousser les limites de la mort à travers des méthodes de plus en plus sophistiquées. Donc il y a cet espoir fou et déraisonnable souvent dans l'innovation. Mais l'innovation sans risque, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas cette incertitude qui est liée à l'innovation. Quand quelque chose de nouveau apparaît, on en voit bien sûr tout de suite les avantages espérés, mais on voit aussi les limites d'une part et les inconvénients et les risques. Donc c'est par rapport à cette contradiction entre l'espoir et la crainte et le refus des incidents que l'innovation peut comporter. D'autre part, autre réflexion, on est passé de la recherche pour l'homme à la recherche avec l'homme. Et c'est un élément qui apparaît d'ailleurs à travers le consentement auquel, à l'évidence, on voit bien cette exigence qui n'est pas seulement une exigence éthique, mais également la reconnaissance de la dignité et de la liberté de la personne. Alors la protection des personnes dans la recherche. La personne qui se prête à une recherche en médecine n'est ni un cobaye, ni un objet de science. La protection des personnes dans la recherche est fondée sur l'éthique, sur la loi et sur la conscience du médecin et la déontologie, au sens de la déontologie, c'est-à-dire des règles, un ensemble de règles internes d'une profession. Après cette introduction très générale, je vais entrer dans le vif du sujet à travers des trois démarches. La première des trois démarches qui contribuent à la protection des personnes, c'est-à-dire l'éthique. L'éthique demande d'abord une définition. L'éthique, c'est un questionnement. C'est un questionnement qui comporte se heurte à des dilemmes. Prenons l'exemple de la fin de vie, qui a été évoqué à travers l'intervention de Jean Lenetti, ou bien l'utilisation de l'embryon. Les questions qui se posent concernent bien sûr les conditions dans lesquelles ces recherches vont pouvoir être poursuivies. Mais il y a également cette incertitude sur les conclusions. Un comité d'éthique, une instance éthique confrontée à ces questions d'innovation et à la recherche sur l'homme vont avoir pour mission difficile d'abord de déterminer le sens, la signification même, l'objet de ces projets de recherche pour lesquels ces instances sont appelées à réfléchir, et de voir si le sens est compatible avec des exigences fondamentales de l'éthique, qui sont d'abord le respect de l'autonomie de la personne à travers le consentement, qui sont également le principe de bienveillance et de non-malpraisance, et puis également le principe d'équité. Alors ces trois principes sont des principes universels. Et je vais développer un peu ce point parce que le questionnement qui s'appuie sur le respect de ces trois valeurs, n'aboutit pas à des certitudes. Et les instances éthiques, y compris le comité consultatif national d'éthique, ne va pas proposer des décisions, rendre des avis et des recommandations, mais ces recommandations et ces avis n'ont pas valeur de loi, elles ne créent pas d'obligation. Et d'autre part, ces recommandations et ces avis ne recueillent pratiquement jamais l'unanimité de ceux qui ont été consultés et qui y ont réfléchi. C'est normal, c'est dans cet exercice. C'est d'avoir le respect, finalement, on a ces valeurs en soi qui peuvent être différentes de celles du voisin,
et qui concerne bien sûr ce même objectif, c'est-à-dire comment concilier l'innovation et le respect des principes fondamentaux, dont le plus intéressant, le plus lisible, est celui de la dignité de la personne, qui elle-même s'exprime à travers le consentement libre. Alors, notre réflexion, l'éthique n'est pas universelle. Et c'est un point qui comporte des réflexions immédiates au niveau européen. Vous voyez, si on prend cet exemple de la fin de vie ou de l'utilisation de l'embryon humain, on sait très bien que dans les pays de l'Union européenne, des pays proches de nous, par la géographie, par l'histoire et par un certain nombre de valeurs, peuvent avoir des positions différentes en termes de recommandations, et on verra plus loin en termes de législation. Et c'est inhérent au contenu même de ce questionnement qui, comme l'a dit Dominique Lecourt, c'est un questionnement qui est souvent fondé sur des dilemmes. C'est-à-dire on discute, on débat pour savoir quelle est la décision la plus opportune, resterait à définir le terme d'opportunité, mais dont on sait que cette recommandation ne fera pas l'unanimité et que par là même, il y aura des distorsions qui font que en Belgique ou aux Pays-Bas, la législation concernant aussi bien l'embryon humain que les techniques de fécondation in vitro ou l'euthanasie sont des lois qui s'appuient sur des réflexions éthiques qui finalement ne vont pas dans le sens de la loi qui finalement en France sera adoptée. Pourquoi je dis ce point? Je développe ce point parce que dans le langage commun qu'on a quand on parle de ces deux questions, on a le sentiment que la Belgique ou les Pays-Bas sont en avance sur la France, en autorisant, en élargissant les possibilités d'euthanasie active, ou bien en ce qui concerne l'utilisation de l'embryon humain. Donc est-ce qu'on est, nous, en France, en retard? Est-ce que ce sont les autres pays qui sont à l'avance? La question n'est pas là. La question n'est pas là et on a là une sorte d'échelle de valeurs qui ne correspond absolument pas pour les éthiques à ce pourquoi on peut songer lorsqu'on voit quel pourrait être le rapprochement entre les peuples de l'Union européenne. C'est inhérent au contenu même de l'éthique et à la réflexion éthique. La réflexion éthique ne va pas aboutir à une certitude. Et encore moins, bien sûr, mettre un terme à des discussions, à des débats qui sont des débats sans fin. Ce qui pose aussi une question qui a été évoquée tout à l'heure avec un de mes amis en aparté, la question de l'enseignement de l'éthique. Comment elle est nécessaire, il est nécessaire d'enseigner l'éthique. Mais à quel moment, comment, avec qui? Comment imaginer qu'on va pouvoir apprendre à des étudiants à douter? Parce que ce que je viens de vous dire sur le questionnement éthique montre bien qu'on n'aboutit pas à une certitude. Même si on a ses propres valeurs qui vous amènent à orienter votre choix vers le refus de l'euthanasie active, eh bien, on sait très bien qu'il y a matière à discussion, qu'il y a des situations, etc. Donc on est amené à avoir sa propre conviction, mais la certitude est autre chose. Et il faut apprendre donc aux étudiants, aux jeunes, aux médecins, pas seulement à eux, à s'interroger et à se faire eux-mêmes une sorte de jugement interne pour, face à des situations auxquelles ils seront confrontés, savoir quelle sera leur attitude. On ne va pas donner des recettes en éthique, on va donner un certain nombre de guides, de méthodes, et surtout, on apprend d'abord la force des convictions, ses propres convictions, qui sont confrontés des convictions d'un autre. Et ces convictions, on les respecte. On peut conforter ainsi ses propres convictions, mais on respecte celles des autres. Et dans le domaine de la politique, on voit bien que ceux qui s'intéressent à l'éthique doivent avoir davantage, peut-être, du fait de cette pratique de la réflexion éthique, un respect pour les convictions, les idées des autres, et tout en défendant les siennes, pour savoir évidemment quelle peut être la moins mauvaise réponse. Donc pas d'universalité de l'éthique. Je vous prendrai un autre exemple. J'ai été membre du comité de bioéthique de l'UNESCO, où on est une trentaine de personnes, de membres pour le monde entier, et bien sûr, il y a une déclaration universelle bioéthique et droits de l'homme qui a été adoptée par l'UNESCO, et je voulais vous dire, dans ce comité,
où il y a une diversité des cultures, et des pays géographiques et des références historiques ou spirituelles. Nous, quand on a parlé du consentement, donc on a débattu du consentement, les sociétés les plus proches des nôtres étaient bien sûr pour privilégier le consentement écrit. Or, il y a eu de la part d'autres représentants d'autres pays du monde, en particulier de l'Est, de l'Asie, de l'extrême Est, l'extrême-orient, des réactions immédiates face à ce dilemme, en disant non, pour dans nos sociétés, demander un consentement écrit est vexant et vexatoire, puisque pour nous, ce qui compte, c'est la parole. Donc, si on demande une signature, c'est parce qu'on n'est pas certain de la valeur de l'engagement oral. Vous voyez? Donc, partant d'une même valeur, l'expression de cette valeur et le débat vont pouvoir s'appuyer sur des fondements différents. De même que pour le consentement pour nous est l'autonomie de la personne, c'est-à-dire que le consentement est le consentement informé d'une personne. Il y a des sociétés dans lesquelles c'est le groupe. C'est le groupe, c'est la famille ou c'est le village. Et il y a en matière de protocole d'essai clinique, par exemple, on en parlera peut-être, puisqu'il y a une dimension internationale qui s'est développée, eh bien, le consentement du promoteur, le promoteur sollicitera le consentement du chef de village ou du chef de la famille. Donc, vous voyez, à propos de l'éthique, on n'est pas du tout dans un domaine solide, avec une sorte de pédagogie qui pourrait être systématisée. Donc, comment apprendre l'éthique, comment faire passer toutes ces considérations générales qui montrent la difficulté du sujet, sa complexité et l'absence d'une systématisation de l'enseignement. Ce que je dirais d'abord d'une façon, pour en terminer avec ce point, que je suis contre les professeurs d'éthique. En tout cas, il ne faut surtout pas leur donner, accepter qu'ils se donnent le titre d'éthicien. Parce que le titre d'éthicien signifierait qu'ils sont, eux, la connaissance, et que cette connaissance, dans l'enseignement, va être mise au service, si on peut dire, de l'étudiant comme une recette. Or, ce n'est pas ça du tout. Il faut apprendre à l'étudiant une sorte d'autonomie et de reconnaissance de sa liberté, à condition que sa liberté soit alimentée par une réflexion, un éclairage qui peut être donné de diverses façons. Donc l'enseignement d'éthique, oui, mais il y a des facultés dans lesquelles il est donné non pas par des médecins ni par des soignants. Il faut savoir aussi que ça ne doit pas être une sorte de champ accordé d'abord aux médecins. Je dois dire d'ailleurs que, comme je le dirai à propos de la loi, dans son histoire, les premiers à s'être opposés à la loi, c'était les médecins. Les médecins ont considéré longtemps qu'ils avaient leur conscience pour eux et que tout ce qui touchait à l'éthique était finalement encombrant et faisait intervenir dans leurs décisions de médecins des considérations qui étaient finalement une sorte de mise en cause de leur propre autorité. Donc qui peut enseigner? Sûrement pas les éthiciens. Alors, ce sont des philosophes, ce sont des sociologues, ce sont des juristes et des médecins. Et l'idéal serait d'avoir des enseignements qui soient vraiment des formations pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui donnent aux étudiants une illustration de la façon dont des comités d'éthique vont pouvoir fonctionner avec finalement des études de cas. Pour moi, il y a trois niveaux de l'éthique. Il y a une éthique fondamentale, dans laquelle vous retrouvez les racines gréco-latines, les sages de l'Antiquité. Il y a une éthique thématique, à travers entre autres des sociétés savantes qui vont se doter de cette instance. Et puis, il y a l'éthique casuistique. Et ce qui peut intéresser la formation des étudiants dans les domaines de la santé, c'est l'éthique casuistique, c'est-à-dire telle qu'elle se pratique entre autres dans des services où ces questions sont quotidiennes. Pour exprimer mon propos, ce sont des services de néonatologie ou d'urgence et de réanimation. Voilà donc quelques commentaires sur l'éthique. Alors, en vous ayant donné ces quelques considérations qui pourront bien sûr être soumises à discussion, je voulais vous... Non, c'est pas tout de suite. Hein.
c'est pas tout en arrière, vous donnez quels sont les textes de référence lorsqu'on aborde pour la protection des personnes dans la recherche la dimension éthique. Bien sûr, on ne parle pas de l'Antiquité, avec les racines grecques, j'ai fait figurer pour montrer que je savais ce que c'était que le grec, surtout quand c'était écrit en français. Mais on peut retenir dans cette définition l'ensemble de principes qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Mais il faut supprimer, je m'en expliquerai dans un instant, principes moraux, parce que je crois que c'est une occasion, c'est vraiment le signe d'un trouble, et que, comme je le disais plus loin, pour la clarté de la discussion, il faut vraiment distinguer ce qu'est l'éthique et ce qu'est la morale. Alors, les textes qui sont fondateurs pour la protection des personnes, c'est le Code de Nuremberg, dont je vous ai donné le calendrier, mais avec ces phrases clés, c'est-à-dire que le Code de Nuremberg a légitimé les expériences médicales. C'est important de le savoir, mais ce qui a été dénoncé comme vraiment ce grave affreux, c'est l'absence de consentement. C'est-à-dire qu'un des trois principes universels, le consentement, autonomie, évidemment, n'a absolument pas été respecté puisque c'était du bétail humain qui était condamné à subir des expériences qui étaient vraiment scandaleuses. Donc légitimité, oui, mais le consentement qui, dès ce moment, apparaît comme une obligation universelle pour toute la suite des opérations. Et puis ensuite et enfin, parce que ça fait partie de l'histoire de l'éthique, l'association médicale mondiale. Pourquoi je la mets? Parce que c'est à ce moment que les médecins, très vite, donc après la découverte des affreuses expériences des médecins nazis, la communauté médicale mondiale s'est manifestée, s'est exprimée dans les années qui ont suivi à Genève et lors de déclarations ultérieures qui sont dans toutes les références pour ceux qui s'intéressent à l'éthique. Et puis en 1974, je vais revenir dans un instant, le Conseil national de l'ordre des médecins qui s'est opposé à toute expérimentation sur des sujets sains. On peut passer à l'expérience suivante. Alors, je vous disais, partant de ces références, en particulier la dernière, sur laquelle je reviendrai, l'éthique n'est pas la morale. Maintenant, j'ose le dire, et je suis rarement contesté, mais au début, c'était assez difficile, parce qu'on ne voyait pas du tout l'intérêt de cette distinction. Et maintenant, ça s'éclaire peu à peu, et je crois qu'on ne mélange plus les deux. Mais il faut savoir que de grands esprits, quand ils parlaient d'éthique, parlaient, entre autres, la forme, on n'ose pas parler de morale, donc on parle d'éthique parce que ça fait plus moderne. C'était dans un langage de quelques personnalités, on ne citait pas les noms. Donc on en était là, c'était vraiment une confusion de langage. Alors pourquoi il est important de distinguer l'un de l'autre? Parce que l'éthique n'est pas normative. Les normes au sens juridique, c'est une définition claire, de position claire, et dont l'utilisation dans un cadre juridique plus général va être autorisée ou refusée. Et les normes doivent être respectées, et si elles ne sont pas respectées, la loi met en place des sanctions. La réflexion éthique n'est pas ça du tout. Quand il y a débat dans une instance éthique sur les deux exemples que j'ai pris, la fin de vie et l'embryon humain, on n'est pas du tout dans le domaine des normes, et on ne va pas dire que ceux qui sont favorables à l'utilisation de l'embryon humain ont une attitude immorale. Et par là même, la loi ne sanctionne pas les différentes dispositions qui ont un fondement éthique. On en aura quelques exemples plus tard. Donc il s'agit, je vous l'ai dit, je le répète, un comité d'éthique, quelle que soit l'autorité de ses membres, dans la diversité. La réflexion éthique, elle doit être nécessairement pluraliste, et si possible pluridisciplinaire, mais il y a en sorte des injonctions, des recommandations, des injonctions, des avis, ces avis, on peut les suivre, on peut ne pas les suivre, et sans pour être autant sanctionné. Alors, j'ai constitué des guides pour l'action, c'est-à-dire que ça, c'est peut-être à apprendre aux futurs médecins et
personnel de santé, cette réflexion, elle doit les amener à ne pas se laisser séduire par l'innovation la plus spectaculaire qui soit, sans se demander pourquoi, comment et quelles en sont les limites. Vous voyez peu à peu ce qui fait que la réflexion éthique est vraiment une démarche qui ne vient pas forcément du jeune étudiant et pour laquelle une sensibilisation peut être introduite dans cet enseignement qui n'est pas comme les autres. Alors, maintenant, j'en arrive au deuxième point, l'éthique et la loi. Vous voyez bien que l'éthique ne formulant pas des exigences et mettant en place des sanctions, la loi, elle, va devoir intervenir à un moment donné. Et tout est dans le choix du moment et des conditions dans lesquelles cette loi va pouvoir être élaborée. Alors, la Genèse, peut-être le cliché suivant. Non, alors, la genèse de la loi, elle est tout à fait intéressante parce qu'on s'est demandé pourquoi, en 1988, avec mon collègue Serge Cla, on nous avait pris l'idée de légiférer sur un point, alors qu'on se passait de loi dans ce domaine depuis toujours. Alors qu'est-ce qui nous a amené, qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant? C'est le fait que, comme je l'ai dit sur la diapo précédente, en 1974, le Conseil national de l'ordre des médecins dans le Code de déontologie interdisait l'expérimentation sur l'homme, en considérant qu'elle était contraire au principe de la dignité et qu'elle devait être sanctionnée. Et c'était dans le Code de déontologie qui avait été soumis au Conseil d'État qui avait confirmé cette interdiction. Y compris donc chez le volontaire sain, pour prendre un vocabulaire que vous connaissez maintenant. Or, en 1975, une directive européenne a été liée à l'application de l'autorisation de mise sur le marché, qui n'existait pas auparavant, et dans la procédure d'autorisation de mise sur le marché, au plan européen, a été établie l'exigence d'avoir des essais chez le volontaire sain. Autrement dit, il y avait une opposition juridique entre ce texte de la directive qui, elle, était une valeur absolue, c'est-à-dire si on présente une demande d'autorisation de mise sur le marché sans faire apparaître des essais chez le volontaire sain, le dossier sera rejeté. Et cette interdiction très forte au nom de la dignité inscrite dans le Code de déontologie. Alors il y avait uniquement, il fallait légiférer, mais ça n'a pas été tout seul. Il y a eu de fortes résistances, y compris de la part de l'Ordre des médecins, et qui ont été d'ailleurs vaincus progressivement. Et puisqu'on est à Bordeaux, je cite le nom du professeur Dangouveau, qui était à la direction de pharmacie et du médicament au ministère de la Santé, et qui, lui, avait établi un rapport dans lequel il faisait apparaître l'hypocrisie et les dangers de la situation française. L'hypocrisie et les dangers, puisque interdiction de recherche chez l'homme et par là même blocage pour les demandes d'autorisation sur le marché. Il a fait ce rapport qui est un excellent rapport. C'est un Bordelais. Dommage que c'est pas seulement pour ça que je lui rends hommage, parce qu'il a fait un travail ingrat pour des raisons qui étaient des raisons d'opportunité politique. On avait trouvé que son rapport pouvait être politiquement difficilement présentable, peut-être dans un contexte d'époque que j'ai ignoré, mais qui rendait l'exercice pratiquement impossible. Mais c'est quand même, c'est lui qui avait souligné qu'il fallait en sortir. Et ensuite, alors c'est plus intéressant, c'est que le Conseil national de l'ordre des médecins, qui en 1974 était opposé, a évolué. Et il a évolué, entre autres, avec le rôle du président de l'ordre de l'époque, qui était le docteur Louis René. Et Louis René avait été dans le bulletin de l'ordre, dont j'ai quelques exemplaires dans les archives, avait dit « il faut une loi ». Donc vous voyez, ce revirement dont il faut bien comprendre le contexte,
mais voir aussi que ce revirement ne pouvait être acceptable que si on avait mis en place des mesures pour protéger la personne pour la recherche médicale. Vous voyez donc comment on est passé d'une éthique, recommandation, à une loi pour assurer que les recherches, y compris chez les volontaires sains, devaient répondre à des exigences de la loi qui, en cas de non-respect, devaient être sanctionnées pour pouvoir assurer, concilier finalement ce qui apparaissait difficilement conciliable, c'était la protection des personnes et la nécessité de savoir comment une nouvelle molécule, appelée à devenir un médicament, pouvait se comporter dans un organisme normal. Alors, ensuite, alors le comité d'éthique qui a été créé par le président de la République en 1983, dans son deuxième ou troisième avis, reconnaît dans ses avis le devoir d'essai et l'intérêt des essais chez les volontaires sains en s'inspirant de la déclaration d'Helsinki, c'est-à-dire de cette décision de l'Association médicale mondiale. Vous voyez donc comment les choses se sont bouclées avec une évolution qui est finalement maintenant oubliée, mais qui, je crois, mérite d'être connue, à la fois pour voir les places respectives, les rôles respectifs de la réflexion éthique par rapport à l'innovation et également de l'intervention du législateur. Pour la petite histoire, je vous dirais que ceux qui ont été les éléments déclencheurs de la loi, du travail que nous avons engagé avec Franck Serruch-là, ce sont des pharmacologues cliniciens qui, eux, se rendaient bien compte que les essais cliniques auxquels dont ils étaient les initiateurs, les promoteurs, représentaient un danger très grand pour les expérimentateurs, puisqu'ils étaient hors la loi. Qu'ils étaient obligés de le faire, mais qu'ils étaient hors la loi. Donc ils ont créé une association pour la législation des essais cliniques sans but thérapeutique. Alors c'était les professeurs Albin et Jaillon qui, par la suite, ont été les promoteurs de cette loi qu'ils avaient souhaitée. Alors, voyons maintenant quel est le contenu de cette loi. Là, je vais passer assez rapidement, parce que j'imagine que vous connaissez nos lois, en tout cas j'espère. J'espère que personne n'osera dire qu'il ne les connaît pas. Et que c'est dans le Code de la santé publique, que l'intitulé dans le livre 2 bis, protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, qui a des dispositions générales, qui a le consentement, qui est l'essentiel du texte, le consentement, non seulement qui en définit l'exigence, en conforte l'exigence et l'obligation, mais étudie aussi les situations d'espèces dans lesquelles le consentement est très difficile à obtenir, voire même impossible. Nous avons préféré dans la loi évoquer ces possibilités ou ces impossibilités plutôt que de faire semblant de ne pas les comprendre, de les avoir oubliées. L'exemple le plus difficile pour nous concernait les recherches, les réanimations d'urgence, entre autres dans la traumatologie et les accidents de voie publique. Je me souviens que dans les moments de la préparation de la loi, j'avais reçu la visite du président de la Société française de l'anesthésie et de l'animation, qui était venu me dire « cette loi nous contraint, enfin, on ne peut pas l'accepter. Elle nous rend finalement, elle nous bloque toute possibilité d'évolution et de progrès thérapeutique. On comprend bien pourquoi. Parce qu'une personne ramassée dans un accident de voie publique et qui a perdu conscience, on ne peut pas obtenir un consentement valable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'interdit par là toute tentative, toute exploration, tout protocole pour voir comment ces réanimations des très grands traumatisés vont pouvoir bénéficier de thérapeutiques? Donc on a reconnu, dans un montage qui pouvait vous faire sourire, le consentement a posteriori. C'est pas glorieux pour les juristes. S'il y en a parmi vous, il y en a qui ont dû avaler quand même leur salive. Parce que, qu'est-ce que ça signifie? Un consentement a posteriori, ou alors le consentement de l'entourage, on ne peut pas consentir pour un tiers, donc bref, on est là dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Mais que doit faire le législateur s'il veut assurer ses responsabilités, même dans des situations aussi délicates? Et également pour tout ce qui était chez le maladie d'Alzheimer.
qui pose des problèmes, également peut-être moins redoutables. Voilà donc à quoi on en était exposé pour le consentement, et puis les sanctions pénales. Alors, j'en arrive à l'application de la loi, qui ne fera pas de très long développement. Son application, toute première réaction, la surprise est de la part du corps médical et des chercheurs, une opposition. Je vous en dis deux mots dans mon introduction. Le législateur se mêle de ce qui ne regarde pas. Et nous savons bien ce qu'il faut faire pour le patient. C'est allé très loin parce que je me souviens d'un chirurgien qui était chirurgien en oncopédiatrie et qui avait dit à des tribunes devant des assemblées, cette loi, je devrais être en prison. Je pourrais citer son nom, mais je pense que paix à son âme. Mais cette loi, je devrais être en prison parce que je ne l'applique pas et je ne l'appliquerai jamais. Aussi brutalement. Interrogation. Pourquoi avait-il cette position? Parce que la chirurgie, enfin le cancer de l'enfant à l'époque surtout, avait un pronostic qui était redoutable. Donc lui considérait, comme un certain nombre de médecins, qu'il était inhumain de demander à la famille, aux parents qui venaient avec leur enfant, auxquels on révélait un diagnostic et un pronostic très sombre, leur demander en plus de donner un accord informé, c'est-à-dire y compris la méthodologie de l'essai, sans aller jusqu'aux essais en double aveugle, mais enfin, asséner à des parents qui sont sous le choc de la révélation d'un diagnostic pareil, apparaissait comme inhumain. C'était tout à fait recevable. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'abord, on a découvert les dangers de ne pas avoir de loi, parce qu'il y avait des officines, pas seulement à Paris, dans lesquelles les étudiants en médecine, en profession de santé, allaient se prêter à des recherches contre de l'argent, et que ces officines commençaient à prendre certains développements et avec des réactions qui commençaient à filtrer dans les médias. Donc il était quand même indispensable d'amener une clarification et une reconnaissance à la fois de la nécessité, de l'utilité et des conditions dans lesquelles ces essais cliniques devaient être pratiqués. Mais surtout, pour l'exemple de la pédiatrie, qui pour moi était un exemple vraiment extrêmement redoutable, parce que je comprenais finalement mieux l'attitude de refus exprimée brutalement par ce chirurgien, mais qui correspondait à une attitude assez générale des oncopédiatres. Le pronostic du cancer de l'enfant s'est notablement amélioré. Autrement dit, ce qui était à l'époque le risque d'une mortalité de 3 enfants sur 4, maintenant est totalement inversé. Et puis il y a aussi une sorte d'accoutumance à une démarche pour laquelle cette loi a été un révélateur. Au fond, il y avait un autre exemple qui vous montre pourquoi il y a eu des oppositions fortes, vraiment très fortes, parce qu'il y avait dans les dispositions de la loi l'obligation pour l'investigateur faisant une recherche médicale en milieu hospitalier, dans un CHU, de déclarer ce protocole à la direction, à l'administration. Vous imaginez un médecin obligé de déclarer quelque chose de médical à l'administration, ça passait très mal. Et puis aux pharmaciens. Alors, on voit bien que là, les moteurs, les mobiles étaient très différents de celui de l'oncopédiatre. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait une responsabilité qui, un jour ou l'autre, aurait pu intervenir. Et ne pas le révéler aux pharmaciens prenait le risque d'avoir des incompatibilités. Bref, donc là, ça a été une croisade beaucoup moins difficile parce que c'était plus facile d'avoir des éléments de réponse. Et ça, maintenant, je crois que c'était finalement un fait acquis. L'autre point, puisque vous me direz si je suis trop bavard, l'autre point, c'est que la déclaration à l'administration posait la question du devenir, du financement des honoraires que les investigateurs au milieu hospitalier pouvaient recevoir.
et d'ailleurs honoraires dont la plupart, ça c'est la version vertueuse, dont la plupart, le montant servait à alimenter les protocoles, la recherche clinique. Alors, réaction, l'assurance maladie paye à travers la dotation hospitalière à l'époque des recherches et la sécurité sociale n'a pas encouragé la recherche. Donc, s'il y a déclaration des protocoles de recherche, l'assurance maladie va défalquer de la dotation que donne à un CHU tous ceux des frais, des montants de recherche qui sont les dépenses indues. Et c'est là où j'avais proposé dans une assemblée assez houleuse, j'avais dit c'est pas possible que l'assurance maladie qui payait sans savoir refuse de payer en sachant. C'est vraiment primaire comme raisonnement. Et c'est comme ça que sont nés les PHRC, les programmes hospitaliers de recherche clinique qui sont financés par l'assurance maladie, mais d'une façon transparente. Voilà, donc en ce qui concerne les applications de la loi, quant aux évolutions, je ne me laisserai pas aller à des critiques trop sévères des différentes évolutions qui pour moi ne sont pas allées dans le sens d'une amélioration, mais d'une complication des textes avec des distinctions entre différentes natures de protocoles sur lesquels je serais peut-être interrogé, mais qui ont rendu la loi beaucoup moins lisible et beaucoup plus difficile à appliquer, y compris dans la cohérence avec les dispositions européennes. On a supprimé, dans les premières dispositions que j'ai combattues, on a supprimé la distinction entre les recherches avec et sans bénéfice individuel. La terminologie qu'on avait choisie n'était pas bonne. On a pensé avec bénéfice, on a l'impression qu'on était assuré, alors qu'on est dans le domaine de l'innovation et qu'on cherche à voir. Mais ceci étant, on peut reconnaître, d'ailleurs ça a été reconnu avec une autre double de phrase, qu'il y a dans les démarches de recherche chez l'homme deux types de démarches. L'une, par exemple, les essais de dose, indépendamment des recherches chez le volontaire sain, qui, elles, par nature, sont sans bénéfice. Il y a donc deux démarches possibles. On les a reconnues autrement, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une première attaque qui en annonçait d'autres et dont je pensais qu'elle était mal fondée. Et puis ensuite, je passe. Et surtout si vous avez des questions, j'essaierai de maîtriser mes réponses et mon exaspération. Parce que Christian Hervé sait très bien que j'ai les nerfs à vif quand on évoque ce point. Ensuite et enfin, je vais parler de la conscience du médecin et la déontologie. Alors, vous avez le code de déontologie, avec dans le code de déontologie le rappel de ces principes de moralité, de probité, des informations et consentement, et puis donc l'intégrité scientifique qui fait partie, qui est le garant de ces exigences déontologiques. Alors pourquoi j'évoque en troisième ligne, dans le cadre de la protection des personnes, ce domaine? D'abord parce qu'il y a la confiance du médecin, la conscience du médecin. Je crois que c'est en ça d'ailleurs que les réactions hostiles ou d'incompréhension à la loi pouvaient être fondées. Le médecin, il a conscience de ce qu'il peut faire et ne pas faire, et de l'intérêt du malade. Et c'est finalement, ça a été ressenti par certains comme une sorte d'injure, en disant, enfin quand même, le législateur nous dicte ce que nous faisons parce que nous sommes médecins, parce que on a quand même, bien sûr, cette volonté profonde qui est quelquefois au début de notre engagement dans la médecine. Alors, pourquoi aussi je ramène cette intégrité scientifique, c'est pas seulement parce qu'il y a eu, il y a 2 mois ici à Bordeaux, le premier congrès national sur l'intégrité scientifique, mais parce que l'intégrité scientifique est le fondement même du bénéfice-risque. Dans la démarche d'un protocole d'essai clinique, que ce soit au niveau d'un comité d'éthique ou de l'agence de biomédecine, quel est l'élément principal? C'est l'appréciation du bénéfice et du risque. Ce qui fait d'ailleurs que pour moi, les comités de protection des personnes n'ont pas vocation à ça, ils ne sont pas composés pour cela, et j'ai regretté qu'il y ait entre autres une démarche duale pour obtenir une autorisation. Mais si les bases scientifiques d'une recherche ne sont pas intègres, ne respectent pas les principes d'une recherche intègre et rigoureuse,
Tout ce qui concerne le consentement et la pression informée avec le bénéficiaire se trouve tronqué. Et se tronqué quelquefois dans l'ignorance du médecin et du promoteur et de l'investigateur. Donc il y a un lien obligé entre tout ce qui touche l'intégrité de la recherche et la possibilité d'en faire l'usage pour avoir la protection des personnes. Alors, vous voyez, vous pouvez peut-être donner la dernière diapo, avec des phrases lapidaires. La recherche est nécessaire, personne ne le conteste. Les recherches sur l'homme sont indispensables, même si, éthiquement, on peut considérer au départ qu'il vaudrait mieux pouvoir s'en passer. Alors, est-ce qu'on pourra s'en passer? Question subsidiaire, c'est pas de ma règle. Mais on voit quand même un développement de certaines recherches, entre autres pour le médicament, mais il n'y a pas que le médicament, sur les cultures cellulaires, les cultures tissulaires. Bref, il y a peut-être une évolution qui, pour le moment, apparaît quand même assez lointaine et ne remplace pas la recherche sur l'homme pour les raisons que j'ai rappelées. La protection des personnes constitue un impératif absolu. C'est l'objet même de la loi, mais seul un ensemble de dispositions et de comportements peuvent l'assurer. Autrement dit, une loi, aussi belle qu'elle soit, ne suffit pas. D'abord, il faut qu'elle soit connue, et la loi 88 n'est pas encore connue de tous, y compris des médecins, voire même des chercheurs. Il faut qu'elle soit appliquée, et appliquée dans son esprit, et pas seulement dans la lettre. C'est l'histoire du consentement. Vous savez très bien, dans les critiques qu'on peut faire à la loi, à son application, il y a le fait que le consentement, qui est inscrit d'ailleurs dans la loi Kouchner, qui est donc maintenant une portée générale, le consentement, pour toute pratique médicale et pas seulement la recherche. La recherche, le consentement éclairé, il doit être compris. Or, il y a des consentements qui sont pris rapidement, et puis le malade n'en demande pas toujours trop. Mais l'obligation du consentement ne doit pas se traduire par le médecin qui présente au patient, on souhaite qu'il accepte de participer à un protocole, vous signez là, et puis le consentement, la lettre est satisfaite, mais la démarche du consentement est une démarche de co-responsabilité du patient. D'ailleurs, dans la loi Kouchner, c'est évident, c'est-à-dire considérer que la personne n'est pas si incapable qu'on peut le penser, y compris lorsqu'il s'agit, avec un effort, de lui expliquer pourquoi tel acte médical ou tel acte de recherche va devoir être pratiqué avec finalement un consentement qui puisse être éclairé autant qu'il est possible. En tout cas, on cherche à l'éclairer le mieux possible. Et tout cela, bien sûr, fait l'objet, entre autres, de la sensibilisation des étudiants dont je parlais au début de mon propos. Voilà, je vous remercie et maintenant, bien sûr, je suis à votre disposition pour... Je pense que tout le monde aura la voix du sénateur Hurier et que peut-être on ne va peut-être pas mettre de micro avec des larcènes. Eh bien, vous donnez la parole, monsieur. Merci beaucoup. C'était pour vous interroger sur le rôle du CPP. Vous avez dit à l'instant là qu'il avait un peu évolué, dévié, et qu'il avait finalement un double avis qui était peut-être inutile de question. Oui, alors la question concerne l'évolution des CPP. Les CPP étant des comités de protection des personnes. L'ancêtre des CPP, c'était les CCPPRB. Tout le monde est au courant. C'est-à-dire comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale. C'est le deuxième C qui est important. Ils étaient consultatifs. Et maintenant, ils sont devenus décisionnels. Et ça me paraît être dommage. Ils ont été complétés, et ça c'est bien, j'ai bien en tête, par des compétences obligées, un statisticien. Bon, mais j'en reviens au CCPPRB. Ces comités consultatifs, ils sont pluralistes et ils sont principalement pour mission de voir si
dans une démarche éthique au sens très large dont je vous ai parlé, c'est-à-dire pourquoi innovation, le sens du dossier, de la demande, du protocole dont ils sont saisis. On est là dans l'application d'un des principes que je vous ai livré tout à l'heure. Mais donc il va rendre un avis. Mais cet avis, on peut le suivre ou ne pas le suivre. Et c'est à l'instance administrative et scientifique, administrative par rapport à la loi, mais également scientifique par rapport aux experts internes ou extérieurs à l'agence que je continue à appeler l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament. On oublie le reste. Donc, le bénéfice-risque est certainement la démarche la plus délicate parce qu'on est dans le domaine de l'innovation. Et je ne vois pas comment un CPP pourrait avoir sur ce point un éclairage différent de la structure experte qu'est l'Agence de sécurité du médicament. Vous voyez, et alors, le législateur, et puis la question qui s'est posée, si deux CPP, s'il y a une divergence entre la décision du CPP et puis l'ANSM, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors on demande à un autre CPP, enfin, pour moi, c'est une réponse mal foutue, dont je ne vois vraiment pas le bénéfice, alors que j'en vois les risques. Surtout que nécessairement, ça peut quand même être plutôt un motif d'allongement de la durée de réponse à laquelle les promoteurs sont toujours extrêmement sensibles. Mais alors, l'autre point, ça, tant pis, Christian, tu m'arrêteras, hein, parce que l'autre grief que je fais, c'est que ces CPP, qui ont donc maintenant, étant décisionnaires, un rôle qui est un rôle d'intérêt général, ils ont le droit de dire ou de refuser. Et ils n'ont jamais été évalués. Voilà. Et je peux vous dire que quand j'ai quitté le Sénat en 2001, j'avais au mois d'avril, ma commission m'avait proposé de faire un rapport sur le fonctionnement des CCPPRB. Et déjà à l'époque, en 2001, la commission avait suggéré, souhaité, à l'État, enfin en direction générale, qui est une évaluation des comités qui étaient consultatifs. Ça n'a pas été fait. Alors, à plus forte raison, quand on délègue par la loi une mission de santé publique, ben, on devrait quand même un peu savoir comment ces comités, premièrement, comment ils ont été composés, comment ils fonctionnent et quelles sont les garanties que leur décision sera aussi bien fondée que possible. On peut souligner ce qui vient d'être dit là par deux choses. Premièrement, si jamais il y a une erreur, tu as parlé un peu de Rennes quand il y a un problème comme ça, qui est responsable en définitive? Eh bien, depuis 2001, depuis cette directive qui a été appliquée et déclinée en France sur les essais cliniques, en quelque sorte, et qui demande à ce que les deux avis à égalité soient donnés, que les deux avis soient positifs pour que la recherche commence, eh bien, c'est l'État. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité est celle de l'État. Et deuxièmement, nous avions eu le problème que tu dis au premier alinéa, c'est-à-dire quels sont entre l'AFSAP, la NSM qui donne son avis de son côté, et le comité d'éthique. Puisqu'à l'intérieur, dans le comité d'éthique, il y a des méthodologistes, ils ont été institués. Bien sûr, il y a des patients, mais il y a plein d'experts qui donnent leur avis, etc. Quelle était la limite, la frontière entre les deux? Nous avons envoyé une lettre écrite pour laquelle nous n'avons jamais reçu en définitive de réponse, qui montre bien une certaine ambiguïté. C'est quelque chose qui a été appliqué, qui a été pensé au niveau européen, appliqué malheureusement de cette façon. Donc ça va tout à fait dans ce que tu disais. Ça, il est gentil, parce que chaque fois, il m'apporte là son autorité. Oh mon Dieu. Alors, c'est ça les maîtres et les élèves. Présentez-vous avant pour
on sache bien qui vous êtes. Alors, je suis Pascal Keller, je suis professeur émérite et je siège dans le CPP de Bordeaux depuis quelques années maintenant. Alors, l'un des premiers mots que vous venez de rappeler tout à l'heure en réponse à M. Calas concernait le mot finalité. Ce qui importe dans un essai, c'est que l'on connaisse la finalité. Vous avez insisté sur le sens, en parlant également de progrès. Alors ma question, elle relève de l'éthique de la casuistique dont vous avez parlé également tout à l'heure, puisque vous-même vous avez évoqué l'essai de Rennes, vous venez d'en parler à nouveau, et quand on regarde l'essai de Rennes, à la fois dans le contenu, mais aussi tous les commentaires qui ont porté sur cet essai, le problème de la finalité et du sens de cette recherche n'a vraiment jamais fait l'objet d'une analyse approfondie. Je l'ai regardé et en fait ce qui était mélangé dans les objectifs de cette étude, c'était à la fois l'anxiété, la souffrance dépressive, autrement dit des souffrances psychiques, et de l'autre côté des maladies comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le cancer, etc. Donc c'est un essai dont la finalité mêlait à la fois d'authentiques pathologies, maladie de Parkinson, CEP, etc., et des souffrances, des états de souffrance qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore fait la preuve qu'ils étaient biologiquement déterminés. Donc le produit visait le cerveau, de manière générale, un organe, mais pas une pathologie véritablement ciblée. Donc, est-ce que l'évolution de la législation concernant la recherche clinique pourrait aboutir à une distinction entre les essais qui portent sur d'authentiques, de véritables pathologies, dont par exemple on peut faire le diagnostic biologique, et puis des recherches qui sont nécessaires aussi, mais cette fois-ci sur des états psychiques douloureux, mais dont on ne sait pas aujourd'hui, dont on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils sont causés par une défaillance biologique. C'était le sens de ma question. Oui, votre question elle est tout à fait pertinente, mais la réponse est très difficile pour les raisons mêmes des exemples que vous avez pris, que vaut au sens du bénéfice attendu et des risques, l'angoisse d'une personne où c'est un inconfort, jusqu'où va-t-on par rapport à des gens qui sont mal dans leur peau. Bon, est-ce que cette finalité, elle sera suffisante et qui va pouvoir l'apprécier? Si ce n'est par rapport au risque, c'est-à-dire que si il apparaît du fait des prérequis dont j'aurais pu parler, les prérequis c'est indispensable avant bien sûr d'introduire un protocole d'essai chez l'homme. Les prérequis qui soient cellulaires, qui soient chez l'animal, etc. Donc si les prérequis font apparaître un risque, dire quelle que soit la nature, pour entrer dans le détail, c'est par rapport à ce risque que les prérequis font apparaître que le bénéfice attendu, que la finalité doit pouvoir s'apprécier. Mais au fond, c'est une appréciation qui est une appréciation sur laquelle les CPP peuvent se prononcer, mais qui a une grande part de subjectivité. Et on ne peut pas apporter une réponse sans revenir sur le bénéfice et le risque. Et le bénéfice et le risque, dans le domaine de l'innovation thérapeutique, c'est la raison même de protocole d'essai clinique que de mieux estimer les bénéfices et les risques. Et c'était aussi une critique que j'ai faite concernant le rôle des CPP, parce que l'exercice dont on parle à l'instant, c'est un exercice périlleux. Et des membres du CPP sont moins bien armés que les équipes médicales, scientifiques, chercheurs ou autres, avec les grands experts, avec bien sûr toujours la question incidente des conflits d'intérêts, mais les CPP ne sont pas faits pour ça. Or, ils ont, dans leur avis, à décider en fonction du bénéfice-risque. Pour moi, il y a une contradiction, ou alors ils ne remplissent pas la case, ça serait mieux. Pour aller dans le sens de la finalité, qui est un très bon... Il y a à peu près 20 ans, je faisais partie de l'agence du médicament dans ce qu'on appelait la section Hurier. Excusez-moi. C'était celle, justement, avec D'Angoulême et tout cela, où justement on voyait un certain nombre, comment les CPP travaillaient, on essayait un tout petit peu de travailler là-dessus.
Et par rapport aux finalités, nous avions des molécules qui étaient présentées en premier comme étant des analgésiques purs, et nous étant présentées, et qui avaient été refusées pour des raisons X ou Y, et qui étaient transformées ensuite en anti-inflammatoires et vice-versa. Et nous avions posé le problème de la finalité, en quelque sorte, c'est-à-dire cette espèce de... La finalité, quand elle n'était pas précise, arrivait à faire accepter le 50e antidépresseur, le 100e analgésique, qui n'apporterait pas obligatoirement quelque chose par rapport à tous ceux qui existaient, mais tout simplement développer, un nouveau produit. Et ça, je crois que c'est une chose qui nous a énormément fait réfléchir, c'est qu'à partir d'un moment où un dossier est proposé, nous n'avons pas, nous, en tant que CPPRB non plus, à dire, nous ne prenons pas ce projet de médicament, parce qu'il y a déjà 58 et celui-ci n'apporte rien. C'est-à-dire que donner un avis défavorable sur un produit de ce type-là est quelquefois une formulation difficile. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je suis en train de dire là? Parce que c'est un véritable problème. Nous sommes en définitive des prestataires par rapport à des produits qui nous sont proposés. Mais est-ce qu'on a à voir la légitimité du médicament dans son business plan, dans sa volonté de développer comment tu sens ça? La réponse n'est pas immédiate, mais elle est à deux niveaux. C'est-à-dire que la difficulté d'apprécier ce ratio, elle est inhérente même à la démarche. Hein. Dans le cadre d'innovation, c'est pour ça, l'innovation, le progrès, la recherche, mais quand on est hors innovation, j'allais dire, ces questions ne se posent pas dans les mêmes termes. C'est finalement davantage le suivi, c'est la pharmacovigilance, etc. Mais il y a également, avant cette étape, il y a la fixation du prix du médicament. Et la fixation du prix se fait peut-être en considérant le bénéfice, j'en suis pas sûr, mais c'est surtout l'amélioration du service rendu. Le SMR ou l'ASMR, c'est-à-dire l'amélioration du service médical rendu. Par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire une phase très précoce, on fait cette nouvelle molécule pour laquelle un protocole a été mis en place. Est-ce qu'elle va faire mieux ou la même chose, ou peut-être moins bien que les traitements existants? Mais ça vient après, et j'allais dire que pour pouvoir y répondre, ça légitimise la mise en place d'un protocole. C'est bien ta réponse, parce qu'en 1993, Agence du médicament, eh bien, on ne s'occupait pas, on n'avait pas cette réflexion de bénéfices rendus. Et ça montre bien la cohérence. Bernard Binac. Oui. Haut et fort. Oui, dans la présentation de votre micro, non, ça va, là, ça va aller. On t'entend là. Oui, on m'entend. Tu faisais allusion à la réticence du monde médical au processus législatif. En tout cas, en l'espace de quelques années, puisque les lois bioéthiques, les premières lois bioéthiques, c'est 92-94, ont trouvé une sorte de panoplie des positions un peu différentes. Il y avait, comment dirais-je, les scientifiques purs qui disaient il ne faut pas de loi du tout, il ne faut jamais faire de loi vis-à-vis d'un processus scientifique et de l'évolution de la connaissance en général. Il y avait les médecins qui étaient demandeurs quand même d'action législative, et je me rappelle particulièrement dans le cadre de la procréation médicalement assistée, il y avait le problème du sperme abandonné, qu'en fait-on? Il y avait le problème du sperme qui avait été rendu dans l'affaire de Parpalex ou l'affaire de Toulouse, qui devait être réglé à terme, et il y avait la position des juristes, en particulier du rapport Bréban, un très célèbre rapport, où tout devait être prévu, on était dans un droit positif absolu, où véritablement tout devait être prévu. Donc je pense quand même que les médecins avaient évolué et étaient demandeurs, je les défends un peu ici quand même, d'un processus législatif encadrant certaines de leurs actions. Je voulais simplement faire remarquer ça, parce que tu as été un peu dur avec les médecins. J'ai été, oui,
j'ai été dur avec pas un médecin, un chirurgien, c'est pas la même chose. Oui. D'accord. Non, parce que j'y pense parce qu'il y avait eu un discours chirurgical, c'est-à-dire saignant. D'accord. Non. C'est la grave mon cas. Mais c'est vrai que c'était. Bon, je vous ai dit que je pouvais comprendre, mais quand il dit à la maison de la chimie, qui était bien remplie, qui dit moi, professeur Intel, je vais à la horizon, c'était quand même aller un petit peu fort, hein, parce que surtout qu'à l'époque, il y a eu un livre dont j'ai le seul exemplaire, en forme de valeur, qui avait été écrit par 2 jeunes journalistes qui avaient fait une enquête sur les officines d'essais cliniques. Et je peux vous dire que c'était accablant en termes d'absence totale de sécurité, et puis également d'inflation du montant des honoraires, avec des gens qui étaient souvent issus de professions de santé, et pour lesquels il n'y avait pas de plafond. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un petit tour dans les officines et avoir. Donc, tout point de vue, c'était dangereux, c'était quand même l'éthique et le financement. Et ce bouquin, elles sont venues me voir parce qu'elles ont appris, alors que c'était sous presse, qu'il y avait peut-être un texte qui allait sortir. Et alors elles sont venues me voir, elles ont rajouté 3 ou 4 pages à leur dire que je pouvais te prêter sous garantie de retour. Et du coup, l'édition de bouquin a été largement compromise. Mais il y avait un danger, indépendamment des accidents qui auraient pu survenir, mais il y avait aussi cette idée qu'on se faisait de l'argent en faisant le tour des officines d'essais chez le volontaire simple. Et on ne parlait pas, bien sûr, des essais dans le cadre de l'hôpital, où là, ces essais, moi j'ai pris l'exemple de la déclaration de pharmacien, parce que vous pouvez en penser, mais imaginez qu'une molécule souvent non identifiée, qu'un laboratoire venait confier au professeur Intel pour qu'il puisse les utiliser chez 15 ou 20 malades, ça fait quand même froid dans le dos, à tout point de vue. Et c'est pour ça que les pharmacologues cliniciens, eux, ont demandé, créé une association pour demander, mais une loi sur les volontaires, les volontaires sains. Et tout le reste, ça peut passer quand même maintenant difficile à comprendre qu'on est pendant des années fermer les yeux. La loi n'est pas que sur les médicaments, attention. Il y a un certain nombre de collègues, et c'est vrai, qui ont énormément résisté, pas simplement les chirurgiens, mais aussi les généticiens. Les collègues de santé publique, parce qu'eux aussi font des recherches. Et c'est vrai que même les dispositifs médicaux, on a vu, je ne sais pas, il y a des collègues qui étaient dans les sociétés PRD, etc. Ça a mis beaucoup de temps avant qu'on voit des dispositifs médicaux qui rentrent à notre demande parce que, je me rappelle, j'avais eu une discussion avec le SNITEN à cette époque-là, qui est leur syndicat, et c'est vrai que c'était très difficile pour eux de rentrer dans l'esprit de la loi qui était beaucoup plus faite pour le médicament. Oui, alors les dispositifs médicaux, ils sont apparus ultérieurement dans la loi de sécurité sanitaire. Après les drames, c'est vrai. Alors, il y a un point que je voudrais évoquer dans mon propos, c'est, et maintenant, les traitements ciblés, les traitements personnalisés. Qu'en est-il de la loi protection des personnes? Tu vas terminer là-dessus? Non, simplement sur la médecine personnalisée, il y a un autre problème qui se pose, c'est les coûts des médicaments. Car si on va vraiment vers une médecine personnalisée de très haut niveau, on aura un problème d'adéquation entre les médicaments. Prenons par exemple le cas des anticorps monoclonaux, on va se trouver face à des difficultés de traiter correctement les gens, de répondre. Là, il y aura un problème éthique du coût thérapeutique. Oui, mais il y a aussi un problème. Non, c'est une autre question. Non, il y a aussi un problème de méthodologie. Je vous explique, les traitements personnalisés, on les applique en fonction de la signature génétique. Bon, autrement dit, chez 2 femmes qui ont un cancer du sein, il y en a certaines qui ont
signature génétique ou leur tumeur qui laisse entendre que telle molécule risque d'être très efficace chez elle et une autre, non. Donc, ça signifie donc que la population sur la... D'abord, on ne fera pas d'essais de phase 1, de phase 2. Les essais pour traitement personnalisé vont se faire ciblés sur une anomalie génétique. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins il y aura moins de personnes dans une cohorte, puisque on ne va pas faire des essais de nouvelles molécules chez des personnes dont on aura la certitude qu'elles pourront avoir des risques toxiques sans en avoir de bénéfices thérapeutiques. Autrement dit, on a déjà actuellement une difficulté concernant les cohortes. Pourquoi on a besoin d'avoir des cohortes de plus en plus nombreuses et observées pendant un temps de plus en plus long? C'est parce qu'il y a des pathologies, y compris d'ailleurs celles qui sont celles de médicaments prescrits chez une femme enceinte, et c'est l'enfant qui fera apparaître des effets indésirables. Mais donc au fond, on a besoin pour dépister des accidents exceptionnels, des effets graves, des effets indésirables graves et exceptionnels. Si vous avez seulement une cohorte de 2 ou 3 000 personnes, c'est déjà pas mal, hein. Vous pouvez, les statistiques l'ont montré, vous pouvez ne pas faire apparaître des effets indésirables dans cette population sur laquelle les essais pourront porter. Ça signifie qu'il faut donc, au fur et à mesure qu'on voit apparaître des complications exceptionnelles, des exigences méthodologiques et juridiques vont dans le sens d'une inflation du nombre des personnes incluses dans ces cohortes. Comment les trouver? Par des essais internationaux. Voilà. Essais internationaux, ça pose quand même la question de savoir si nos exigences juridiques ou scientifiques vont être satisfaites. Vous voyez? Et ça, on ne peut pas. Autrement dit, on voit bien que la méthodologie, entre autres l'arrivée dans les CPP de spécialistes des statistiques, c'est-à-dire des grands nombres, comment les statisticiens dans le CPP, et donc les CPP, vont pouvoir agir si, dans un protocole, au lieu de prévoir des cohortes de 300 personnes, du fait qu'on vise les personnes ciblées, on ne pourra pas faire à moins de 150. Le statisticien, il risque de lever les bras au ciel en disant c'est pas assez. Et vous voyez, donc c'est pas trop tard, c'est pas trop tôt pour y songer, parce qu'il faudra bien trouver d'autres dispositions qui permettront de réduire la marge d'incertitude, bénéfice, risque. Le risque pouvant s'apprécier sur un délai court, mais devant s'apprécier sur un délai long. C'est déjà le cas dans les maladies rares. Pardon? Ce que vous citez là, c'est déjà le cas dans les maladies rares, par exemple. Il faudra. C'est déjà le cas dans les maladies rares, où Oui. il y a peu de personnes où on peut faire des études sur un sujet précis. C'est la même chose dans les maladies rares. Pour les maladies rares, je ne sais pas d'ailleurs comment, il y a des membres de CPP ici, quand il y a des protocoles pour des traitements de maladies rares, il y a un autre exemple qui me hante, c'est l'exemple des études de dose chez les prématurés. Vous savez sans doute que la plupart des médicaments utilisés chez l'enfant, entre autres le nouveau-né prématuré, il n'y a pas d'AMM. Il ne peut pas y avoir d'AMM parce qu'il n'y a pas eu d'essai du fait sur un organisme normal, c'est pas possible. Autrement dit, on est amené à faire chez le tout petit des doses dont la règle de 3, on le sait, n'est pas satisfaisante, puisque ce qui influe sur les doses et le métabolisme, c'est la maturité, entre autres, du foie et du rein. Donc on voit les limites de la loi. Je vous en ai donné une à propos des malades de la perte de conscience et du consentement qui ne peut pas être obtenu valablement, mais il y a aussi des faits qui sont, des situations qui sont sans réponse satisfaisante. Et alors c'est là où il y a finalement la conscience du médecin. Pour moi, la personne de conscience ne me satisfait pas. On l'utilise finalement faute de mieux. Mais ce qui me sidère, c'est qu'on ne se préoccupe pas dans les textes qui la mettent en place des exigences légales pour savoir si cette personne de confiance mérite la confiance.
Tu poses ta question, s'il te plaît? Et Présente-toi. je suis au comité de Bordeaux. Premièrement, les études multicentriques. Vous voulez parler plus fort, s'il vous plaît, parce que... Les études multicentriques, vous les avez rappelées, c'est de la pertinence et je crois que c'est très important pour les recherches importantes, notamment sur le médicament. Je suis désolé des gens. Ce qui pose problème sur le plan éthique, c'est des recherches qui nous sont proposées sur des études médico-économiques et pour lesquelles on s'interroge beaucoup sur la pertinence. C'est une recherche qui doit être soumise à l'avis du comité. La pertinence des études médico-économiques. Oui, j'ai compris. Alors la réponse était facile. Vous avez parlé vous-même d'études. Eh bien, les études ne sont pas dans la loi de 1988. Et ça rejoint d'ailleurs une des critiques que j'ai faites contre la nouvelle classification des essais cliniques, parce que les essais non interventionnels, je ne sais plus le nom du législateur de cette loi, mais... Mais il le connaît très bien. Ne rentrez pas dans cette chose. Mais non, il m'a échappé. Olivier Jarret. Je reprends mon calme. Les recherches non interventionnelles, pour la plupart, ne sont pas des recherches, ce sont des études. Des études observationnelles, la protection des personnes n'a pas à s'appliquer quand on les observe. Et c'est autant dans l'histoire de la loi, je n'ai pas voulu trop m'étendre, mais peut-être que j'ai été trop concis, il y a eu dans les premières évolutions, on avait mis dans la première phase avec Célestat, les études, les recherches et études pratiquées chez l'hôpital. Et on a eu immédiatement une réaction de l'INSERM qui est venue nous dire c'est pas possible, vous ne pouvez pas laisser ça. Et je me souviens très bien d'exemples qui nous avaient été donnés. Il y a des études comportementales, il y a des études de panique, de l'angoisse, etc. Et l'exemple que nos interlocuteurs de l'INSERM nous avaient donné, c'était des études de comportement dans un ascenseur. Et on met des personnes dans un ascenseur et on va mettre l'ascenseur en panne. Et puis on observe comment ces personnes réagissent. Alors, évidemment, si on les met dans la loi 88, il y a un consentement éclairé. Donc ça veut dire qu'il faut que vous éclairiez les personnes que vous allez mettre dans l'ascenseur du fait qu'on va déclencher une panne. Voilà, alors ça nous a amené, quand c'est le cas et moi, à retirer le terme étude, tout en reconnaissant, parce que ça nous avait été fait, qu'il peut y avoir des études, entre autres sur des questionnaires, entre autres chez des enfants en population scolaire, on a donné l'exemple, où il peut y avoir des questions qui touchent finalement, d'une façon ou d'une autre, à l'intégrité de la personne. Bon, on avait retenu cet exemple qui ne mettait pas quand même en cause la distinction simple sur laquelle on s'est appuyé, c'est-à-dire finalement une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Et pas seulement les études de comportement. Les études de comportement entrent dans la loi Kouchner. Je renvoie le bébé. Mais n'empêche que pour les études comportementales, il faut reconnaître que la loi ne peut pas être entrée pour un lui, pour un don. La loi, l'éthique, c'est une application sur le sens, et ça amène des gens qui ne se posent pas de questions à s'en poser. Et c'est ça aussi qui est ingrat pour un enseignant dire à des jeunes qui sont tout feu tout flamme en entrant en médecine et leur dire vous devez vous poser des questions alors que les étudiants attendent des réponses, c'est ingrat. Et ça rejoint cette lutte que je mène contre les éthiciens qui donneraient à penser aux étudiants qu'il y a des vérités simples pour avoir une pratique éthique. Ça n'est pas le cas. Vous prenez la parole? Oui. Donc, Laurent Bloch, je suis enseignant à la faculté de droit. Monsieur le sénateur, vous avez insisté à de multiples reprises sur le caractère très important du consentement. Et la particularité en matière de recherche médicale, c'est que ce consentement doit être écrit. Contrairement à d'autres actes médicaux, à la prévention des diagnostics
généraux pour lesquels le consentement doit être recherché, mais on n'exige pas forcément un écrit. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, cet écrit en matière de recherche biomédicale a plus pour finalité de protéger le promoteur que de vérifier le caractère éclairé du consentement de la personne? Oui, non seulement je crains que vous ayez raison quelquefois, mais dans ma conclusion, quand j'ai parlé de la loi, je dis la loi, il faut la connaître. Deuxièmement, il faut la mettre en œuvre, mais la mettre en œuvre en respectant l'esprit et pas seulement la lettre. Et c'est tout à fait cela. C'est qu'au fond, pour être tranquille, on fait signer, on va très vite, en sachant que la réponse fréquente de la part des personnes, d'après ce que disent bon nombre de médecins, docteur, je vous fais confiance. Et c'est vrai, sans doute c'est le cas, souvent. Et c'est bien, en tout cas dans le domaine du cancer, je peux vous dire que c'est généralement cette réaction. Et d'autre part, ce que redoutent les personnes pour éclairer leur consentement, c'est la notice. Parce que la notice, alors on est dans le cadre d'un médicament qui est sur le marché. Mais ça, c'est davantage dans le champ de la loi Kouchner. La loi Kouchner prévoit que les la personne doit être décidée. Elle a un pouvoir de décision dont on peut penser ce qu'on veut. En tout cas, l'esprit de la loi, c'est celui-là. La personne décide, avec les explications que doit lui donner le médecin. Mais la loi prévoit que la présentation doit tenir compte des effets indésirables, graves, même exceptionnels. C'est bien ça, Christian. Alors, même exceptionnel, ça va très loin. Pourquoi? Bien parce que vous avez eu une jurisprudence qui fait qu'il y a des laboratoires qui ont été condamnés parce qu'un effet indésirable exceptionnel, d'ailleurs, exceptionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, avant la mise sur le marché, on a étudié, ça rejoint l'importance croissante, les exigences croissantes de cohortes nombreuses, si on a... Mais on doit, quand le malade lit la notice, écoutez, j'ai eu une épouse qui consomme plus de médicaments que moi, eh bien, je lui dis que je ne soignais jamais la famille, mais je ne peux pas quand même lui refuser un conseil. Et quand elle me lit une notice avec tel et tel et tel effet, elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, est-ce que tu as très mal? Finalement, c'est pas si mal, parce que c'est quand même l'apparence, l'évocation des effets indésirables, graves, même exceptionnels, peut être un élément de rationalité pour l'usage des médicaments par la personne elle-même. Mais au-delà de la boutade, je crois que le consentement éclairé doit être éclairé le mieux possible en tenant compte de la compréhension. Alors, le rôle des associations de malades, vous savez, y compris pour les maladies rares d'ailleurs, que quand un laboratoire met sur le marché un nouveau médicament, avant même, il est assez fréquent de réunir des consommateurs ou des associations, bref, de citoyens, pour lire le projet de rédaction de la notice. Je ne sais pas si ça se fait obligatoirement à l'agence à l'ANSM, mais tester en cancérologie, ça se fait assez souvent. C'est-à-dire, voilà, on écrit tel et tel, est-ce que vous comprenez? Et on modifie la rédaction en fonction de la compréhension d'une population témoin. Mais c'est une réponse qui n'empêche pas que vous avez des médecins qui s'appuyant sur la confiance que leur confirme le patient, ben, ils ne vont pas chercher très très loin et au fond, on signe. Mais la signature n'est pas une obligation légale, je crois. Elle est recommandée, mais justement pour ne pas donner à penser qu'il suffit de la signature pour que le médecin s'exonère de l'obligation du consentement informé. Mais ce que tu viens de dire est très important, parce que c'est même la validité même du consentement lui-même, au-delà d'ailleurs de toute malpratique, mauvaise pratique en définitive des médecins qui est posée là.
il y a un mot qui est important, que vous connaissez bien, il faut aller sur Internet, qui s'appelle littératie. La littératie, en définitive, c'est la manière, tout ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire la lisibilité d'une notice et sa compréhension par les personnes. Et quand vous appliquez ça en fait à un consentement, si les gens consentent, c'est qu'ils ont compris. S'ils n'ont pas compris, c'est pas la peine qu'ils disent oui, et c'est pas la peine qu'ils signent. Eh bien, si vous prenez l'étude, les Canadiens ont beaucoup travaillé là-dessus. Et les Canadiens ont montré, théoriquement, il y a un échelon dans une grille de 0 à 5. Pour réellement bien comprendre un consentement éclairé, donc, il faut avoir supérieur à 3, voire 4. Certains disent même 5. Et la moyenne des Canadiens est de 2. Et quand vous regardez que la plupart des personnes qui cumulent les maladies sont souvent des personnes qui ont dans les inégalités sociales, etc., parce qu'elles ont vécu beaucoup plus longtemps, parce qu'etc., etc., vous vous trouvez donc plus avec des personnes vulnérables qui ne sont aucunement à 2 et qui sont simplement à 1 littératie. Donc ça montre tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que la loi, la signature, toutes ces normes ne suffisent pas, elles sont importantes. Le médecin doit l'avoir dans la tête, mais toute la philosophie des essais médicamenteux, d'un consentement, de l'explication, de l'information, c'est tout ce que tu demandais en définitive de la probité des médecins. Et c'est ça qui est absolument important, parce que la plupart des personnes ne comprennent pas. Et bien souvent, ils disent oui, oui, en effet, docteur, tout simplement parce qu'elles sont venues par rapport à un besoin, par rapport à un trouble, sont souvent calmées d'ailleurs, presque un effet placebo, souvent avec leur médecin. Mais au-delà de tout cela, le problème de la compréhension fait énormément réfléchir en quelque sorte. Donc ça montre tout l'important. Et il y a d'ailleurs une société qui avait commencé avec la plupart des grandes industries, des industriels, pour examiner la lisibilité et leur faire en sorte qu'elle soit plus lisible, leur notice, et qui maintenant, a fait une start-up, ça s'appelle Eatwell, et c'est elle qui a tout le marché. Parce que vraiment, ce que tu viens de dire est important, c'est-à-dire travailler sur la lisibilité, la compréhensibilité des choses, etc. Et même dans notre discours en tant que médecin, je ne suis pas sûr que nos patients nous entendent totalement, par moment. Donc ça ne veut pas dire pourtant qu'il faut avoir peur, mais c'est au contraire, pour bien montrer en définitive, il faut être totalement préoccupé de ce que la personne en face de soi vit avec vous dans cette relation, parce que c'est un vécu commun, en quelque sorte, où il y a de la confiance, comme le disait Louis-René, où il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas, le problème de la lisibilité, de la littératie sont des problèmes extraordinairement importants, d'autant plus dans l'éducation thérapeutique, qui est une nouvelle manière de considérer la relation médecin-patient. Et l'éducation thérapeutique serait un moyen, justement, de permettre à ceux qui ne comprennent pas d'autant plus de comprendre. Ce qui fait que dans ce cas-là, il y aurait une observance qui serait, mais là on est au-delà de la recherche, après on est dans l'observance et dans effet les effets. Il y a très peu d'études, Présentez-vous un peu. Jacques Fauché, membre de l'espace biotique habitat, j'ai participé pendant 10 ans au comité de protection des personnes. Il y a très peu d'études, si j'ai bien compris, d'évaluation du consentement libre éclairé a posteriori. Quand les gens sont rentrés dans un protocole, pour X raisons, quand ils en sortent, pourquoi ils en sont sortis, pourquoi ils y sont restés, comment ils ont vécu tout le parcours. Là, manifestement, on ne veut pas trop travailler là-dessus. Je crois que la question du consentement libre éclairé est très importante, parce qu'initialement, dans le jugement de Nuremberg, il y avait 2 principes associés, le consentement libre et éclairé et la responsabilité incessible du chercheur. On peut toujours se demander si tous ces comités d'éthique, de protection des personnes, et je participe à une vingtaine, développent la responsabilité des professionnels ou la diluent. Et là, on est toujours en train de naviguer dans des états d'âme, quand même. Et pour ça, je crois que c'est une vraie question. Par exemple, les comités de protection des personnes, quand quelque part ils ont quelques doutes, n'ont aucun moyen d'aller voir sur le terrain comment c'est vraiment mis en œuvre. Alors, il y a tout un processus de mise en scène
sur lequel on a très peu d'éléments pour aller plus loin dans le suivi. Ça, c'est quand même une vraie question éthique. Voilà. Et là, la semaine dernière, j'étais rentré dans des protocoles de recherche et qui, a posteriori, s'interrogeait beaucoup sur la manière dont ça s'est passé. Et on a bien vu pour les volontaires sains, souvent on a l'impression que c'est des gens qui ont besoin d'argent et la qualité de consentement libre et éclairé est bien cachée par beaucoup d'autres choses. Alors je crois qu'il y a toute cette mise en scène-là, très utile, je suis très heureux qu'il y ait eu cette loi, je l'ai suivie depuis le début, et en même temps, quand on suit ça dans le détail, il y a encore beaucoup d'autres éléments à revisiter. Oui. C'est évident ce que vous dites, mais c'est pour ça que tout ce qu'on est en train d'échanger montre bien qu'il y a des situations d'abord extrêmement variables, pour beaucoup de raisons, l'environnement, la conscience, le degré de raisonnement, de la compréhension, etc., mais qu'il y a la conscience du médecin et du chercheur, et non pas du tout pour l'amener à tout bout de champ, mais il faut aussi prendre ses responsabilités éclairées, si vous voulez. La réflexion éthique, je vous ai dit, elle donne de la matière, ce qu'on peut être amené à considérer pour ne pas se laisser aller trop vite à la décision, à une orientation à laquelle on n'est pas suffisamment réfléchi. Mais le consentement a posteriori, je l'ai évoqué pour cette situation très particulière des traitements de réanimation pour des accidentés de la voie publique, parce que c'est l'exemple qui nous avait été donné, pour pouvoir améliorer la thérapeutique de certains chocs. Et évidemment, on ne va pas attendre que le patient ait émergé. Donc, on fait, la loi autorise, tient compte. En tout cas, l'avantage de la loi sur ce point, c'est que normalement, un médecin, un investigateur qui pratiquerait dans ces conditions une recherche ne serait pas condamné s'il y avait une plainte de la famille pour avoir agi sans consentement. J'espère que ça n'arrivera pas souvent, mais ça peut arriver. Donc la loi sur ce point ouvre une possibilité, charge aux médecins de l'utiliser à bon escient. Mais sinon, il y aura toujours des cas d'espèce qui amèneront simplement, il faut réfléchir, c'est la réflexion éthique, savoir le sens des limites et ne pas se laisser aller à sa première réaction qui pourrait être insuffisamment réfléchie. Tout ça, ça ne nous apprend rien, si ce n'est que on ne doit pas se réfugier derrière la loi pour dire qu'on n'a plus de cas de conscience. C'est évident. C'est la médecine c'est l'approche de la personne elle-même qui amène ces situations. Depuis 20 ans, il n'y a pas eu de jurisprudence, à mon avis, ici. Il y en a peut-être une ou deux, je vois, sur de conflits qui auraient lieu par rapport à la recherche. Moi, j'ai pas. À Marseille, de non-consentement. Il y en a une quand même. Marseille. Non, mais ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup, ce qui montre que cette loi, quand même, globalement, je ne dirais pas qu'elle satisfait, mais elle devrait satisfaire beaucoup. Oui, mais il y a une jurisprudence concernant des accidents médicaux, des accidents médicaments, enfin des accidents pour lesquels le juge condamne. C'était surtout avant la création de l'ONIAM, où il y avait, je pense que c'est Jean-Pierre pourra le confirmer, mais il y a eu des situations. L'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Or, il y avait, quelque temps avant de quitter le Sénat, j'avais fait adopter une proposition de loi sur la reconnaissance des accidents médicaux non fautifs, c'est-à-dire l'aléa. Et l'aléa n'apparaît dans aucun texte de loi, toujours pas maintenant. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait eu une judiciarisation de la médecine qui, pour certains accidents médicaux, dont la justice avait été saisie, il n'y avait pas de faute médicale. S'il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas d'indemnisation. Autrement dit, il fallait trouver une solution. Alors, la solution,
à laquelle le juge se résolvait quelquefois, c'était de faire apparaître, sur les conseils de la famille, de l'entourage, que la personne n'avait pas été informée ou pas suffisamment informée des risques. Je ne me trompe pas. Hein. Non, très bien. Et d'ailleurs, tout ce que tu dis là sur l'aléa thérapeutique a été appris dans la loi de 2002, justement, où le système de l'ONIAM, etc., ont été construits. L'ONIAM avait pour objet de répondre à des accidents médicaux non fautifs et par là même n'amenait pas les victimes à chercher, avec les avocats, à chercher à tout prix quelle pouvait être la faute que le médecin avait commise. Et c'était pas que les cas ont été très nombreux, insuffisance ou absence de consentement éclairé. Alors maintenant, l'aléa est reconnu, l'accident non fautif est reconnu, et dans ce cas, c'est la solidarité nationale qui intervient à travers des montants qui sont fixés par des commissions régionales d'indemnisation. Est-ce qu'on peut demander à notre doyen de dire quelques mots à la fin de cette... S'il le veut bien, ce qu'il a ouvert, il pourrait peut-être fermer. Qu'est-ce qu'il en pense, le doyen? Allez, haut et fort. Allez, nous sommes chez vous, c'est normal. Je pense à éviter le débat que c'est une thématique extrêmement complexe. Je ne suis pas un doyen qui traite les patients, je suis un doyen qui voit des échantillons, parce que je suis pathologiste d'une formation. Et comme il y a des personnes derrière les prélèvements, c'est important que vous ayez... Il y a des personnes qui sont derrière les prélèvements, et donc ça, on marche tout à fait dans le cadre du consentement éclairé, mais on a beaucoup de prélèvements aussi qui sont là, une fois que les patients ont été pris en charge. De plus en plus, avec l'avènement de la biologie, les prélèvements ont une vie proxy, c'est-à-dire qu'à partir d'un prélèvement, on va faire une étude transcriptologie, du génome, de l'épigénétique, etc. Et donc ces prélèvements pourraient constituer une ressource importante pour des équipes de recherche qui travailleraient sur telle ou telle thématique. Mais la difficulté sur laquelle on est confronté, c'est que ces prélèvements, à l'époque, ont été prélevés sans consentement, puisque le projet lui-même n'existait pas. Et que le consentement est un consentement vis-à-vis d'un projet. Ce n'est pas un consentement général. Et donc, du coup, on est confronté, dans le cadre d'avoir des collections qu'on garde en pathologie pendant minimum 10 ans, on les garde pendant au moins 30 ans, qu'on ne peut pas valoriser facilement, puisque sinon il faudrait rappeler tous les individus qui ont contribué à cette collection, mais pour des soins. Rien n'a été prélevé spécifiquement pour la recherche, rien n'a été administré par le protocole, la thérapeutique standard à l'époque, mais donc on est confronté à un certain nombre de milliers, centaines de milliers de blocs d'échantillons qui pourraient être utiles, mais sur lesquels on est bloqué parce qu'on n'a pas de consentement éclairé du patient et dans lequel il est illusoire de vouloir récupérer a posteriori des consentements pour ces études. Voilà. Ça, oui. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la question, vous rectifierez, mais il y a une voie qui est explorée, dans laquelle je suis désolé qu'on ne soit pas engagé davantage, concernant les tumorothèques. C'est ça. C'est exactement ça. Les tumorothèques, oui. La tumorothèque, quand on a conçu les tumorothèques, on pensait prélèvement congelé ou échantillon. Voilà. Et donc, on a construit les tumorothèques. Ces tumorothèques, souvent, sont basées avec le consentement du patient. Oui. C'est-à-dire que dans les tumorothèques, on a le consentement du patient. Mais à côté de ça, on a tout un tas de. Excusez-moi de déborder sur des sujets qui sont pas tout à fait cliniques, mais qui sont quand même importants. On a quand même tout un tas d'échantillons qui sont utilisés pour le diagnostic, et dans lequel, quand vous connaissez un petit peu les techniques de pathologie, vous avez des échantillons qui sont dans des blocs, et vous faites une coupe de 5 microns ou 10 coupes de 5 microns, mais il reste beaucoup de matériel après. Et ce matériel-là ne rentre pas dans le cadre des tumorothèques, parce que ce n'est pas dans le cadre de protocoles déjà anticipés dans lesquels il y a eu un consentement du patient, mais ce sont quand même des échantillons qui restent. La réutilisation. Et de plus en plus, on a des équipes qui veulent aller localiser une ou telle
marqueurs sur une coupe de tissu et non pas sur des échantillons congelés. Voilà. Oui, alors si vous ne les utilisez pas, autant les détruire. On n'a pas le droit de les détruire. Parce que la réglementation, Vous vouliez revenir, on termine en débat, c'est vous génial. oblige à les garder. Allez, Je voulais juste par rapport à, juste peut-être évoquer le fait que par rapport à toutes ces questions, celle-là en particulier, qu'il y a le règlement général de protection des données personnelles qui est sorti au niveau européen et qui nous dictera le 25 mai 2018 les conduites à tenir en ce qui concerne la protection des données personnelles et non pas seulement, et pas tout à fait la protection des personnes qui va plus loin dans le texte. des données. Et notamment dans ce texte-là, au niveau européen, la notion de consentement est devenue beaucoup plus dure, par exemple, que dans la loi informatique et liberté. Il faut pouvoir, en dehors du cadre d'une recherche précise, prouver, j'ai bientôt fini, prouver qu'on a établi le consentement éclairé, etc., même si on l'a recueilli de quelque manière que ce soit. Et je voulais juste souligner à travers ce règlement européen, et par rapport à votre question, c'est peut-être une manière peut-être de l'aborder un de ces jours, parce qu'on a le problème au CHU de Bordeaux, pardon, je ne suis pas présenté, je suis médecin libre du CHU de Bordeaux, et l'un des éléments majeurs qui est dans la loi sur la protection des données personnelles, c'est la protection des données personnelles à l'adresse des personnes physiques. Et je me permets d'évoquer ça parce que par rapport au tumorotech, etc., la question qui va se poser en fait finalement, par rapport à cette question-là, c'est en quoi est-ce que des recherches sur la tumorotech ou des recherches sur des supports de ce type peut avoir un impact sur l'intégrité physique des personnes ou de leur vie de tous les jours. C'est plutôt cette question-là qu'il faudrait peut-être se poser pour éviter de tomber peut-être dans le trou du consentement. Oui. Oui, il y a une solution. On ne résoudra pas les consentements a posteriori. Il y a une solution, mais qui ne vaut pas pour les stocks dont vous parlez, avec Mme Rial Sebag, juriste de l'INSERM. Ça fait 34 ans, au moins, qu'on essaye de faire mettre dans la loi, pour les tumorothèques et pour tout ce qui est conservation de produits biologiques, le consentement optionnel. Voilà. Alors c'est tellement simple qu'on peut se demander pourquoi ça ne s'est pas appliqué, parce que je crois que la plupart des gens s'en foutent, sauf vous. C'est-à-dire qu'au moment où on fait un prélèvement et on demande le consentement éclairé, c'est-à-dire pour une finalité, qui est par exemple un protocole de recherche. Ce consentement éclairé, il vaut pour ce protocole et non pas pour les suivants. Mais le bon sens, y compris d'ailleurs la nécessité d'avoir des recherches sur tout ce qui a posteriori, c'est-à-dire que tout ce qui est génome et séquençage, on est au début et il est sûr que dans 5 ans, 6 ans, il y a des recherches qu'on pourra faire et que ça serait dommage de ne pas les faire. Mais le consentement éclairé l'interdit. D'où le consentement optionnel. C'est à peine besoin de vous le décrire. C'est-à-dire que dans la case de recueil du consentement éclairé, la personne reconnaît et donne son accord, son consentement pour le protocole tel qu'il lui a été exposé avec 2 ou 3 mots-clés, et, si elle le veut, ou tout autre protocole de recherche comparable ayant la même finalité. Voilà. C'est vraiment le b.a.-ba, et je peux vous dire, moi j'étais encore parlementaire, j'avais avec Mme Rial Sebag, je donne son nom parce qu'elle a une certaine autorité reconnue, non seulement à l'INSERM, mais au-delà. Eh bien, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et c'est-à-dire que votre stock ne peut que grossir. Je propose peut-être qu'on s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup. Et vous remercier. Je vous donne rendez-vous le 6 octobre pour parler de neurosciences avec le premier comité d'équipe de l'INSERM qui s'appelle Hervé Schneider. Et là, je pense que le professeur William viendra parce qu'il y aura sûrement une discussion forte dans le cadre de la neuro